Aujourd'hui, les écosystèmes du sol sont de plus en plus touchés par l'utilisation de produits phytosanitaires tels que les engrais ou les pesticides chimiques utilisés notamment dans l'industrie agronomique. En effet, l'agriculture a toujours joué un rôle central dans l'alimentation des populations. Cependant, dans le modèle agricole actuel, des rendements importants sont nécessaires afin de couvrir les demandes de la population en constante croissance. Ainsi, les méthodes utilisées ont un impact direct sur la qualité des sols et peuvent alors affecter les écosystèmes qui les composent. Nous pouvons alors nous demander en quoi les caractéristiques biologiques et physico-chimiques d'un sol contribuent-elles à la biodiversité des écosystèmes. Dans notre expérimentation, nous chercherons à étudier la microfaune présente dans le sol de différents milieux. Nous analyserons également quelques caractéristiques physico-chimiques de ces sols afin de corréler par la suite nos résultats. Pour réaliser notre expérience, nous avons prélevé 3 échantillons de terre issus de milieux différents. Un échantillon d'humus d'un milieu boisé, un échantillon de terre de compost et un échantillon de terre de champ cultivé. Nous avons ensuite placé chacun de ces échantillons dans un montage Berlez, afin d'en extraire la microfaune et de l'identifier. Pour ce montage, nous avons utilisé 3 béchères contenant un fond d'alcool et entourés d'un cache noir opaque, au-dessus desquels nous avons placé un entonnoir tapissé d'un fin tamis. Une fois les échantillons de terre déposés au fond de leurs entonnoirs respectifs, nous avons placé chacun des dispositifs sous une lampe dont la lumière et la chaleur devraient provoquer une migration de la microfaune vers le fond du bécher. Cette dernière, ayant l'habitude de vivre sous terre à température ambiante du sol, devrait en effet fuir la chaleur et rechercher l'obscurité. Pour rester dans la rigueur de l'expérience scientifique, nous avons utilisé 3 lampes de même puissance, soit 15 watts, et nous les avons placées à équidistance de leur dispositif. De plus, nous avons répété l'expérience plusieurs fois, d'une part car nous n'avons pas eu de résultats significatifs lors du premier montage, et d'autre part car nous voulions nous baser sur des résultats fiables. En parallèle à cela, nous avons réalisé des tests de pH sur chacun des échantillons de terre afin de mesurer leur acidité ou basicité. Après une exposition de 48 heures à la lumière, les échantillons de terre révèlent une variété de résultats que nous avons examinés à l'aide d'un microscope et d'une loupe binoculaire. Les résultats montrent que la terre de champ cultivée a un pH de 6,5, soit neutre, et une microfaune très pauvre avec un seul organisme observé que l'on pourrait identifier comme annélidé. Pour la terre de forêt, le pH relevé est de 5,5, soit un petit peu plus acide. La microfaune observée est très riche. On y retrouve des mollusques, tels que les escargots, les limaces, des larves d'insectes, tels que les chrysomélidés ou autres, des insectes divers, des acariens, des myriapodes, des colamboles et des diploures. Le terreau, soit la terre de compost, a un pH plutôt neutre d'environ 7,5. La microfaune est absente lors du premier prélèvement dans la partie basse et très tassée du compost. Cependant, dans le second prélèvement, la microfaune est très riche car la terre a été prélevée dans l'espace intermédiaire et plus aéré. On y retrouve notamment des annélidés, des lombrics, des larves d'insectes, des chrysomélidés, des acariens, des pseudoscorpions et d'autres insectes, ainsi que des colamboles. Suite à ces observations, nous pouvons constater qu'il existe plusieurs différences majeures entre les sols étudiés. Tout d'abord, la microfaune présente dans la terre de forêt ainsi que dans le compost s'avère être très riche, tandis que les prélèvements de terre de champ possèdent une microfaune quasiment absente. On retrouve en effet dans les 2 premiers des espèces communes, telles que les larves d'insectes ou les acariens, typiques d'environnements humides et riches en matière organique. Cependant, on retrouve tout de même des espèces spécifiques pour chacun, telles que les pseudoscorpions pour le compost et les myriapodes pour la terre de forêt. La seule espèce observée dans la terre de champ reste très différente de celle observée dans les 2 autres échantillons, ce qui la démarque. De plus, nous constatons que les 3 échantillons diffèrent sur le point de vue physico-chimique. Leur pH est en effet représentatif des milieux dont ils proviennent. L'acidité de la forêt permet le développement des conifères. Le pH neutre d'une terre cultivée permet la culture d'un large éventail de végétaux. Et le pH un peu plus élevé du compost est caractéristique de sa richesse en matière organique. Ainsi, nous pouvons en déduire que le pH joue un rôle dans la variation des espèces végétales selon les milieux. Nous pouvons également relever l'incidence de la granulométrie sur les espèces présentes. En effet, celle-ci influence les conditions de vie des espèces en jouant un rôle dans l'architecture environnementale. C'est pourquoi les terres aérées et denses telles que celles des forêts et des composts seront plus propices à l'élaboration de galeries et d'abris pour leurs hôtes. Nous avons de plus constaté que lors du premier prélèvement de terre tassée dans le compost, la microfaune obtenue était assez rare. Tandis que lors du second prélèvement de terre plus aérée, la microfaune obtenue s'est déclarée nettement plus riche et plus diversifiée. Ainsi, nous pouvons alors en déduire que ce phénomène est dû à un accès plus facile au dioxygène pour les organismes vivants lorsque la terre n'est pas trop tassée et compacte. Pour conclure,
La diversité des espèces retrouvées dans les différents échantillons démontre bien que la qualité et les propriétés des sols impactent la faune et la flore qui s'y développent. De nombreuses espèces peuvent en effet cohabiter, partageant des modes de vie communs, mais aussi complémentaires, en participant à l'autorégulation du cycle d'équilibre du milieu. Cela démontre donc la nécessité d'une diversité au sein d'un écosystème. De plus, seules les espèces adaptées à leur environnement seront capables d'y vivre et de s'y développer. Une modification des propriétés physico-chimiques des sols implique par voie de conséquence un déséquilibre de l'écosystème qui en découle. Ce déséquilibre entraîne alors un changement de la biodiversité, désavantageant les anciennes espèces et favorisant le développement de nouvelles espèces plus adaptées aux nouvelles conditions du milieu. Ainsi, l'industrialisation des terres cultivées peut contribuer à de nombreuses perturbations des écosystèmes, telles que la suppression de leur autorégulation, provoquant une baisse de leur richesse biologique. Nous pourrions alors envisager un nouveau modèle agronomique permettant le maintien des écosystèmes naturels tout en accordant un degré de rentabilité suffisant. De nouvelles technologies pourraient y contribuer, telles que les biopesticides ou encore de nouvelles stratégies de culture.